Pardon, une seconde. Alors on avait vu un peu que le rôle de l'annuaire, c'est d'identifier les différentes ressources que vous avez sur votre réseau, qui va vous fournir en quelque sorte un certain cadre organisationnel qui va vous permettre d'une part d'attribuer des noms à vos différentes ressources, de décrire ces ressources, de décrire leur emplacement, la manière dont on va accéder, qui va les administrer et surtout d'assurer un niveau minimal de sécurité pour ces ressources. De la même manière, on avait vu que ce gestionnaire d'annuaire sous la plateforme Windows porte le nom d'Active Directory. Active Directory, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous permettre d'une part de faire une intégration DNS. Donc je vous avais expliqué la dernière fois c'est quoi le rôle d'un serveur DNS, entre autres la translation, bien le passage d'une adresse IP vers un nom de domaine alphanumérique. Et inversement, ce qu'on appelle le reverse DNS, c'est quelque chose qu'on verra par la suite, qu'il est évolutif dans le sens où on pourra rajouter au fur et à mesure de nouveaux utilisateurs, de nouveaux composants, qui nous permet d'avoir une administration centralisée, donc en d'autres termes, que l'administrateur pourra tout gérer à partir de son poste de travail au lieu de passer son temps à courir d'un bureau vers un autre, et qu'en même temps, on peut déléguer les tâches d'administration au sein de certaines unités organisationnelles. Il faut savoir que dans Active Directory, nous avons une certaine terminologie qui est dédiée. Donc, comme on l'avait dit, Active Directory est une structure logique. Qui dit une structure logique, ça veut dire quoi? Veut dire que ça va être quelque chose qu'on va construire de manière virtuelle. Donc, il faut savoir que cette structure est généralement très flexible. Pourquoi? Elle va vous permettre, elle va vous fournir des méthodes qui vont vous permettre de créer une hiérarchie au sein de votre domaine. Qui parle de hiérarchie veut dire généralement une arborescence, qui va être compréhensible par l'ensemble des utilisateurs et des administrateurs. Maintenant, cette arborescence, bon, vous avez vu ça normalement en logique ou bien dans d'autres modules, qu'un arbre est composé de ce qu'on appelle des arêtes et des feuilles. Or, dans notre cas, ce ne sera pas uniquement des arêtes et des feuilles. Donc, il va y avoir d'autres composants logiques. Donc, dans Active Directory, nous avons le composant de base, ce que vous voyez là au niveau du sommet de votre du schéma, ce qu'on appelle le domaine. Donc, un domaine, c'est quoi? C'est déjà l'unité centrale ou bien le cœur de notre Active Directory. Donc, c'est tout simplement un ensemble d'entités. On parlera d'entités de sécurité. Pourquoi? Parce que l'ensemble des entités sera sécurisé. Alors, ces entités seront composées de comptes d'utilisateurs. C'est comme le compte d'utilisateur que vous avez sur votre machine. Sera composé aussi de comptes d'ordinateurs, ainsi que de différents autres types d'objets, par exemple des imprimantes, des dossiers partagés, différents objets qui vont composer le domaine et qui seront définis ou bien créés par l'administrateur. Et le tout sera mis dans une base de données. Ce sera la base de données de notre annuaire. Et évidemment, notre domaine portera un nom unique. Par exemple, dans le cas de figure que vous voyez ici, attendez, voilà. Dans le cas de figure que vous voyez ici, c'est notre domaine. Le domaine s'appelle nwtrader.msft. MSFT pour dire Microsoft. Maintenant, à l'intérieur de ce domaine, nous avons d'autres composants. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les composants qui composent notre domaine. Donc, ça fait partie de l'arborescence de notre domaine en quelque sorte. Alors, l'une des composantes du domaine, c'est ce qu'on appelle les unités d'organisation. Alors, une unité d'organisation, c'est quoi? C'est tout simplement un type de conteneur. Alors, imaginez que vous voulez organiser vos objets. Donc, vous allez essayer de les regrouper. Mais les regrouper où? On va créer des ensembles et des sous-ensembles. Si on était en algèbre, imaginez que le domaine est le grand ensemble. Par exemple, l'ensemble des nombres. À l'intérieur, nous allons avoir des sous-ensembles. Un sous-ensemble a les nombres premiers. Un sous-ensemble a les nombres entiers. Un sous-ensemble des nombres réels. Alors, le conteneur, tout ça, on va les appeler des conteneurs.
Parmi les conteneurs que vous allez utiliser le plus, c'est les unités d'organisation. Donc, une unité d'organisation, il va contenir différents types d'objets. Ce sera vous qui allez les créer par la suite. Par exemple, je peux avoir une unité d'organisation des comptes utilisateurs, une unité d'organisation qui sera composée de groupes, ou bien d'ordinateurs, ou bien d'imprimantes, ou bien tout simplement, je peux avoir une imbrication d'unités d'organisation, donc une unité d'organisation dans une autre. Maintenant, nous avons aussi une autre entité qu'on va appeler la forêt. Alors, il faut savoir que dans Active Directory, je peux avoir un domaine, comme je peux avoir deux domaines différents. Maintenant, ces deux domaines sont liés l'un à l'autre. Je peux avoir un domaine père et un domaine fils. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit au début, c'est une structure arborescente. Qui parle d'arborescence veut dire que je peux avoir plusieurs niveaux de feuilles. Et si... Voilà, c'est réglé pour les étudiants qui essaient d'entrer. Alors, comme on a parlé d'arborescence, donc ça veut dire que je peux avoir plusieurs feuilles, donc plusieurs nœuds, donc je peux avoir plusieurs niveaux. De la même manière, quand on parle de domaine, je peux avoir aussi ces plusieurs niveaux. Alors, et si j'ai ces plusieurs niveaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir un domaine qui est lié à un domaine père, qui est lié à un domaine fils, qui est lié à un autre domaine fils. Maintenant, l'ensemble de cette arborescence qui va former l'ensemble de mes domaines, c'est ce qu'on appellera une forêt. Donc une forêt, c'est quoi? C'est tout simplement plusieurs domaines qui vont partager une configuration commune, un schéma commun et ce qu'on appelle un catalogue global. Maintenant, cette arborescence sera constituée de quoi? Elle est constituée des domaines de la forêt. Par exemple, si je prends la figure qui est là, toujours du mal à trouver la souris. Alors, si je prends la figure que vous avez à ce niveau-là, vous avez tout ça qui forme votre forêt. Dans la forêt, vous avez un domaine 1, un domaine 2, un domaine 3, et tout ça, c'est l'arborescence. C'est une arborescence, donc vous avez le domaine père, un domaine fils, ensuite vous avez un domaine fils de votre domaine père. Dans l'un des domaines, nous avons des unités d'organisation. Alors il faut savoir que les unités d'organisation ne sont pas des unités indépendantes que vous allez trouver dans la nature, mais chaque unité d'organisation ne peut figurer qu'à l'intérieur d'un domaine. C'est pour ça qu'on dit que l'arborescence est constituée des différents domaines qui composent la forêt et qui partagent un espace de nom de domaine contigu. Pourquoi contigu? Vous voyez ici par exemple le nom de domaine père, il s'appelle nwtrader.msft. Le domaine fils, ça va être un nom qu'on va rajouter. Donc c'est comme si vous rajoutez une extension. Par exemple, vous avez AU pour australia.nwtraders.msft, le deuxième achat.nwtraders.msft. Donc si je descends d'un niveau dans mon domaine, je dois rajouter un autre préfixe. Donc si vous regardez plus bas, sur le côté droit, donc le troisième sous-domaine, ça va être brisbane.au.nwtraders.msft. Si je rajoute un quatrième, je dois rajouter un autre préfixe à mon nom de domaine. Est-ce que c'est clair pour comment est-ce qu'on nomme les sous-domaines? Ok, puisqu'il n'y a pas de questions, donc je suppose que c'est clair pour tout le monde. Alors, maintenant quand je parle de domaine, réellement c'est quoi un domaine? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout simplement un conteneur logique. Donc c'est une entité logique qui n'a pas d'existence physique. L'existence physique qui est là, c'est quoi? C'est les différents ordinateurs que vous avez déployés. Maintenant, les différents autres objets qui composeront votre domaine, ça va être par exemple les unités d'organisation qui ne sont pas palpables physiquement. Ça va être les imprimantes qui, eux, sont palpables physiquement. Ça va être les groupes qui ne sont pas palpables car c'est une organisation logique. Donc c'est tous les objets qui vont être stockés dans votre base de données. Maintenant, il faut savoir que par mesure de sécurité, qu'est-ce qu'on fait? Quand chaque domaine doit avoir un contrôleur de domaine. Ça, c'est une obligation. Un contrôleur de domaine, c'est quoi? C'est purement un serveur physique que vous allez installer.
Et c'est lui qui va contenir la base de données qui va gérer les objets et identifier les objets qui composent votre domaine. Donc, dans chaque domaine, vous devez obligatoirement avoir au moins un contrôleur de domaine. Maintenant, il faut savoir que dans le domaine, il va y avoir plusieurs types d'objets en dehors de ce qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, chez les comptes utilisateurs, il faut savoir que pour me connecter à un domaine, j'ai besoin d'un username et d'un password. Ce username et ce password, ils représentent quoi? Ils représentent tout simplement mon identité dans le domaine. Et cette identité, ou bien mon profil dans le domaine, est identifié par plusieurs paramètres. Chose qu'on verra dans le cours suivant, quand on va travailler sur les comptes du domaine. On peut avoir aussi les comptes d'ordinateur. Il faut savoir que dans un domaine, contrairement à un workgroup, chaque entité doit être identifiée de manière formelle. Qui dit identifiée de manière formelle, ça veut dire que je ne peux pas avoir un objet inconnu dans le domaine. Par exemple, avec ce qu'on appelle par exemple les comptes invités. Quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui ne s'authentifie pas et qui circule dans le domaine. Ça, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Ça veut dire que chaque objet, qu'il soit être humain, donc un compte utilisateur, une machine, donc une imprimante ou bien un ordinateur, doivent avoir un identifiant sur ce réseau pour qu'on puisse avoir un niveau maximal de sécurité à travers déjà la traçabilité des actions. Donc on doit savoir ce qu'a fait chaque entité. Et toute action qui a été faite, on doit pouvoir identifier qui a réalisé cette action. Et aussi pour permettre, si vous voulez, d'assurer un certain niveau de confidentialité de l'information. Ça veut dire l'information, celui qui doit accéder, on doit vérifier quelle est son identité, est-ce qu'il a le droit d'accéder à cette information ou non. Et aussi, on réalise ce qu'on appelle l'authentification. Donc chaque entité ou chaque composant de notre domaine doit être obligatoirement authentifié. Maintenant, nous avons une autre notion logique qui est ce qu'on appelle la notion de groupe. Alors, généralement, si on veut pouvoir gérer un ensemble d'entités, par exemple, si j'ai 500 personnes qui sont connectées à mon domaine, il n'est pas aisé à l'administrateur de pouvoir gérer les 500 personnes de manière individuelle. Donc, ce qu'il est souhaitable qu'il fasse, c'est de pouvoir les regrouper les entités similaires. Par exemple, les entités qui ont les mêmes privilèges ou bien les entités qui ont les mêmes accès dans des groupes. Et au lieu de faire des attributions unitaires à chaque entité, il fera l'attribution au groupe et chaque entité composant ce groupe bénéficiera des avantages ou bien des restrictions qui ont été appliquées à ce groupe. Et là, on parlera de stratégie de groupe parce que là, vous verrez par la suite qu'il y a ce qu'on appelle les stratégies de groupe qu'on appliquera au groupe. Et tout ce qu'on appliquera dans cette stratégie de groupe sera appliqué à tous les éléments composant ce groupe. Alors, on vous dira aussi qu'un domaine ADDS, donc ADDS c'est pour dire Active Directory Domain Services, est une frontière de réplication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'apporte une modification à n'importe quelle entité ou à n'importe quel objet du domaine, le contrôleur de notre domaine, où la modification a été faite, va répliquer tous les changements vers l'ensemble des contrôleurs de domaine. Alors, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on va faire cette réplication? Il faut savoir que le but déjà de la multiplication des contrôleurs de domaine, c'est d'assurer ce qu'on appelle la haute disponibilité. La haute disponibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tolérance aux pannes. C'est une notion qu'on avait vue dans le premier cours quand on avait dit quelle est la différence entre un serveur et une machine ordinaire. On avait dit qu'un serveur, par exemple, doit tolérer les pannes. Cette tolérance, on l'a fait à travers quoi? À travers la multiplication des composants de ce serveur. C'est le même principe qui est appliqué dans Active Directory. Donc j'ai plusieurs contrôleurs de domaine, de telle manière que si un contrôleur de domaine tombe en panne, ou bien s'il a un problème, il y a un autre contrôleur qui va prendre le relais. Maintenant, le deuxième contrôleur, pour qu'il puisse prendre le relais de manière cohérente et correcte, il doit bénéficier de l'ensemble des informations dont dispose ce premier contrôleur de domaine. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai mon domaine dans lequel il y a 50 utilisateurs. Pour une raison ou une autre, j'ai dû rajouter 3 comptes utilisateurs sur mon contrôleur de domaine, donc sur mon serveur. Imaginons que ce serveur tombe en panne. S'il n'y a pas eu de réplication de l'information vers les autres contrôleurs, s'ils n'ont pas été informés. Donc, quand ils vont prendre le relais, les 3 nouveaux utilisateurs vont essayer de se connecter, il va leur dire « mais je ne vous connais pas, vous n'existez pas dans ma base de données ». Donc, il ne pourra pas les gérer, il ne leur autorisera pas l'accès
Et même s'ils ont des ressources sur lesquelles ils ont certains privilèges, ils ne pourront jamais y accéder. C'est pour cela qu'un contrôleur de domaine, dès que vous faites une modification sur lui, il a ce qu'on appelle des mécanismes de réplication. Donc il est synchronisé avec l'ensemble des autres contrôleurs que vous avez déployés, de telle manière que toute modification que vous faites, il va informer les autres contrôleurs pour qu'ils prennent en charge la même modification. Donc les bases de données, les différents contrôleurs sont synchronisés entre eux. Il faut savoir aussi que chaque contrôleur de domaine, donc chaque domaine, peut contenir jusqu'à 2 milliards d'objets. Donc vous imaginez la capacité de gestion dont dispose votre contrôleur de domaine. On vous dira aussi qu'un domaine ADDS est un centre administratif. Ça veut dire tout simplement qu'il contient un compte d'administrateur, mais pas un compte unique d'administrateur. Vous allez voir qu'on peut avoir plusieurs administrateurs. C'est pour cela qu'il contient ce qu'on appelle le groupe des administrateurs de domaine. Donc par défaut, le compte administrateur, il est membre du groupe administrateur. Ça, vous allez le trouver dès qu'on fera l'installation lors du prochain TP. Maintenant, il faut savoir que l'administrateur du domaine est aussi membre des administrateurs locaux de l'ordinateur. Ça veut dire l'administrateur du domaine, il est administrateur de l'ensemble des machines qui sont membres de ce domaine. Donc non seulement il administre le domaine, mais il est administrateur de vos machines si elles sont aussi membres du domaine. Ça veut dire tout simplement qu'il aura le contrôle total sur tous les objets du domaine, y compris les ordinateurs qui sont membres du domaine et probablement sur lesquels vous travaillez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un domaine fournit des mécanismes d'authentification. Ça veut dire tout simplement que chaque fois qu'un ordinateur démarre ou qu'un utilisateur va se connecter, il sera obligé de s'authentifier en fournissant son username et son mot de passe pour pouvoir se connecter à ce domaine. Il faut savoir aussi que chaque domaine possède ce qu'on appelle un ensemble standard de conteneurs d'unités d'organisation qui vont être créés lors de l'installation. Donc il y a les unités d'organisation que vous allez créer vous-même et il y a les unités d'organisation qui sont créées déjà par défaut par le système. Alors, lors de l'installation, il y a certains objets qui vont être visibles par défaut. Vous allez avoir déjà le domaine. Donc, dès que vous créez votre contrôleur de domaine, vous créez le domaine. Vous allez avoir une entité qui s'appelle domaine qui est créée. Donc, c'est le niveau supérieur de votre hiérarchie. Donc, tout sera mis dans ce domaine. À l'intérieur du domaine, vous allez avoir ce qu'on appelle des conteneurs intégrés. Donc, ce n'est pas des unités d'organisation, mais c'est d'autres types de conteneurs qui vont contenir des groupes par défaut. Nous allons avoir, par exemple, un conteneur qui va contenir les ordinateurs qui existent dans le domaine. Il s'appellera ordinateur, dans lequel nous allons avoir tous les ordinateurs qui vont adhérer à ce domaine. Nous avons les unités d'organisation des contrôleurs de domaine. Donc vous allez avoir une unité d'organisation dans laquelle il y aura tous les contrôleurs de domaine qui ont été créés. Donc par défaut, vous allez avoir un seul. Mais si vous rajoutez d'autres contrôleurs de domaine, vous allez avoir un deuxième ou un troisième qui vont apparaître dans cette unité d'organisation. Nous allons avoir le conteneur principal de sécurité étrangère. Donc là, c'est un emplacement par défaut de différents objets qui vont être approuvés et qui vont provenir d'autres domaines qui sont à l'extérieur de votre forêt. Donc ça, on le verra en détail dans les futurs cours quand on va travailler sur tout ce qui est stratégie de sécurité ou bien stratégie de groupe. Nous allons avoir les comptes de services gérés. Alors, les comptes de services gérés, c'est quoi? Il faut savoir que ADDS, quand il va être créé, il va vous créer plusieurs comptes. C'est des comptes que vous n'allez pas forcément utiliser, mais c'est des comptes qui sont créés par défaut. Vous allez avoir, par exemple, l'administrateur de compte, les différents services, par exemple le compte de ZIS, le compte WSUS, etc. Donc tout ça, c'est des comptes qui sont créés par défaut pour permettre à certains services systèmes de fonctionner. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au départ, que toute entité, tout objet va être authentifié. S'il va être authentifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pourra pas fonctionner si, tout simplement, on ne l'autorise pas à le faire. Et pour l'autoriser, il faut qu'il dispose de son username et de son mot de passe. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle le conteneur d'utilisateur. Donc le conteneur d'utilisateur, tout simplement, c'est un emplacement par défaut dans lequel vous allez trouver
tous les comptes utilisateurs que vous avez créés au préalable. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du contrôleur de domaine. Alors, le contrôleur de domaine, c'est tout simplement un serveur. Donc, un serveur qui peut être soit physique, soit ça peut être un ordinateur virtuel. Mais si on a un ordinateur virtuel, c'est qu'il est aussi dans un serveur physique. Qui va contenir tout simplement une copie de la base de données de notre annuaire. Alors, il faut savoir que la base de données de l'annuaire Active Directory s'appellera ntds.dit et il va contenir une copie du dossier qui s'appelle sysvol. Alors, tous les contrôleurs de domaine, à l'exception de votre contrôleur de domaine principal qui est en lecture seule. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce que nous allons avoir un contrôleur de domaine en lecture seule. De manière générale, vous allez avoir tous les contrôleurs de domaine sans vous permettre de faire des opérations de lecture et des opérations d'écriture sur la base de données, pour vous permettre de rajouter de nouveaux objets ou bien de supprimer des objets. Cependant, il y a des cas particuliers où on peut mettre un contrôleur de domaine en lecture seule. Alors, qui peut me dire pourquoi est-ce que des fois nous allons avoir un contrôleur de domaine en lecture seule? Sachant aussi que les différents contrôleurs de domaine ne sont pas forcément dans le même bâtiment, ou bien ils ne sont pas dans le même emplacement. Je vous donne un exemple. Imaginons que je suis une société X. Cette société, elle a un bureau ou bien un bâtiment sur Alger, un bâtiment sur Oran, un bâtiment sur Blida, un bâtiment par exemple, même sur Alger, elle a plusieurs bâtiments. Et l'administrateur décide de mettre tout le monde dans le même domaine. Mais il se dit, il se peut que je puisse avoir des déconnexions, sachant que le réseau est géré par Algérie Télécom, donc il y a des pannes fréquentes. Donc je préfère mettre un contrôleur de domaine dans chaque bâtiment. Donc j'aurai un contrôleur sur Alger. Si j'ai d'autres bâtiments sur Alger, j'aurai un contrôleur dans chaque bâtiment, un contrôleur sur Blida, un contrôleur sur Oran, un contrôleur sur Constantine, etc. Donc, et les différents contrôleurs sont synchronisés entre eux. Ça veut dire que si je fais une modification sur un contrôleur, automatiquement les autres sont au courant. Donc j'aurai la même information partout. Mais il va décider que dans l'un des contrôleurs, ce sera un contrôleur en lecture seule. Pourquoi est-ce que des fois on a ce besoin de mettre un contrôleur en lecture seule? Alors qui est-ce qui a une idée? J'attends une réponse de votre part. Effectivement, comme le dit Majid, le but c'est d'empêcher les gens de pouvoir modifier. Oui, mais dans quel cas on ressent le besoin d'empêcher les gens de modifier? Il y a certains cas particuliers où on ne veut pas que les gens puissent modifier, mais on a besoin de ce contrôleur pour pouvoir gérer en local en quelque sorte. Alors, généralement, on va mettre le dispositif en lecture seule, uniquement dans le cas où nous avons, par exemple, imaginons le cas de figure suivant. Cette entreprise, elle a une filiale qui se trouve en colo à Bab Zouad. Elle a un bâtiment, seulement le bâtiment il est à accès public, il contient un niveau de sécurité très faible. Ça veut dire que n'importe qui pourra éventuellement accéder. Alors, je disais que l'entreprise elle est à Bab Zouad, donc éventuellement n'importe qui pourrait accéder à... Normalement, la diffusion a été repris. Alors, je disais, l'entreprise se trouve à Bab Zouad et dans un local qui est accessible par énormément de personnes et que le niveau de sécurité est très faible. Ça veut dire que le serveur n'est pas réellement sécurisé. Donc si on a peur que n'importe quelle personne puisse accéder à ce serveur et par conséquent
modifier le contenu, rajouter des objets ou bien rajouter de nouveaux comptes utilisateurs, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un contrôleur en lecture seule. Ça veut dire qu'il permet de gérer les entités en local. Donc il leur permet de s'authentifier, il leur permet de régler les problèmes liés à la connexion en cas où il y a eu un problème de coupure du réseau. Mais il ne leur permet pas de rajouter des objets. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'endroit n'est pas sécurisé et qu'il y aura risque d'attaque informatique ou bien tout simplement risque d'altération de notre base de données. Généralement, c'est le seul cas où on préfère mettre des contrôleurs en lecture seule. Alors, on vous dira aussi que les contrôleurs vont utiliser un processus en réplication multimètre. Ça veut dire que la plupart des opérations ou des données vont être modifiées sur n'importe quel contrôleur de domaine. Exception faite des contrôleurs en lecture seule. Ça veut dire qu'il n'y a pas un contrôleur principal sur lequel je dois faire les modifications, sinon elles ne sont pas prises en charge. Non, je peux le faire sur n'importe quel contrôleur, à condition qu'il ne soit pas en lecture seule. On vous dira aussi que tous les utilisateurs d'un domaine vont exister dans la base de données d'ADDS. Maintenant, si la base de données n'est pas disponible, toutes les opérations d'authentification vont échouer. Vous savez, en d'autres termes, si vous êtes dans un domaine, si le serveur est éteint ou si vous êtes déconnecté du serveur, vous n'allez même pas pouvoir ouvrir un compte sur votre machine locale. Parce que l'authentification sur la machine locale va passer par le serveur. Ce n'est plus une authentification qui se fera par votre Windows. Donc, l'authentification sera déléguée vers le contrôleur du domaine. Donc, dès que vous saisissez le username, le password, une requête ira vers le contrôleur de domaine pour lui dire voilà ce qu'a saisi l'utilisateur, est-ce qu'il a le droit d'accéder ou non. Le contrôleur va faire les vérifications, il va revenir vers la machine en lui disant tel utilisateur, voilà les autorisations qu'il a. Donc voilà ce qu'il peut faire, voilà ce qu'il ne peut pas faire. Est-ce qu'on peut lui ouvrir une session ou non? Soit il va vous dire échec d'ouverture de session pour tel ou tel motif, soit il va vous ouvrir une session avec des droits totaux, des droits restreints, des droits d'un simple user. Ça, on le verra par la suite. Mais si par malheur, il y a eu le moindre problème sur le réseau ou bien sur le serveur, tout simplement, vous allez avoir un message qui vous dira échec d'ouverture de session. Bon, ça, on l'avait dit tout à l'heure, la recommandation qu'il y ait au moins 2 contrôleurs de domaine pour résoudre les problèmes liés aux pannes. Là, on en a parlé tout à l'heure quand on avait dit que si le niveau de sécurité n'est pas optimal, il est recommandé d'avoir un contrôleur en lecture seul pour réduire tout impact de violation de sécurité. Et il faut savoir que votre contrôleur de domaine en lecture seule contiendra tout simplement une copie en lecture seule de la base de données par défaut. Et il n'y aura en cache aucun mot de passe utilisateur. Donc les mots de passe ne seront même pas stockés dans le cache du contrôleur de domaine. Pourquoi? Parce que dans le cas où il est compromis, il va y avoir une perte potentielle d'informations qui sera beaucoup plus faible que sur un contrôleur qui est en lecture-écriture. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, les unités d'organisation, c'est quoi? On avait dit que c'était tout simplement un type d'objet directory qui est très utile dans un domaine. Donc, ils vont vous permettre d'organiser les unités gérables. Donc, ça nous permettra de gérer approximativement une centaine de milliers d'objets qui sont présents dans l'annuaire. Donc, on va les utiliser tout simplement pour regrouper et organiser des objets à des fins d'administration. Par exemple, imaginons que je veux déléguer le droit d'administration, bien d'affecter des stratégies à un ensemble d'objets. Par exemple, on va dire, voilà, il y a les étudiants de la L2 GTR. Je veux que le délégué puisse être l'administrateur de ces étudiants. Maintenant, j'ai 2 façons de faire. Soit je vais cliquer sur chaque étudiant et je dis administré par le délégué, bon, je ne me rappelle plus de son nom. Soit je copie tous les comptes, je crée une unité d'organisation que je vais appeler L2GTR. Une fois que j'ai créé cette unité d'organisation, je vais copier l'ensemble des étudiants de la L2GTR dans cette unité d'organisation. Ensuite, je clique sur l'unité d'organisation et je dis administré par et je mets le nom du délégué. Vous remarquerez que là, ça simplifie énormément l'administration.
Tout simplement parce qu'au lieu de cliquer, vous êtes combien? 80 à peu près. Au lieu de cliquer 80 fois et de dire administrateur, je vais tout simplement les copier et déléguer l'administration de l'unité d'organisation à votre délégué. Maintenant, les unités d'organisation, on peut les utiliser pour différentes raisons. On peut les utiliser à des buts organisationnels, donc pour organiser les objets dans un domaine. Dans ce cas-là, il faut savoir que les unités d'organisation vont contenir différents objets, par exemple les comptes utilisateurs, les comptes ordinateurs, les dossiers partagés. Donc ce sera à moi de gérer les choses telles que je les vois en tant qu'administrateur. Je peux déléguer le contrôle administratif. Donc c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour le délégué. Ça peut me simplifier aussi la gestion des ressources. Tout simplement, si je regroupe les ressources similaires dans la même structure, parce que je peux créer des conteneurs dans un domaine qui représente une structure hiérarchique. Par exemple, si je crée l'unité d'organisation L2GTR, à l'intérieur, je peux créer par exemple l'unité étudiant, l'unité PC étudiant, l'unité cours étudiant. Et dans cours étudiant, je peux mettre les différents cours, supports de cours que je vais partager avec vous par exemple. Maintenant, il faut savoir que la hiérarchisation des unités d'organisation ne répond pas à une règle bien précise. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'administrateur, vous avez le choix du modèle de conception de la structure Active Directory que vous voulez faire. Seulement, il faut savoir qu'il y a des caractéristiques et des ramifications pour chaque type de structure que vous allez mettre en place. Alors, lorsque j'exécute une tâche d'administration système au sein d'une structure Active Directory, c'est à moi de choisir, si vous voulez, un modèle de conception hiérarchique de base. Alors, il faut savoir d'abord que je peux avoir des modèles fondés sur la fonction, je peux avoir des modèles fondés sur l'organisation, comme je peux avoir des modèles fondés sur l'emplacement. Alors, si on commence par exemple par ce qu'on appelle les hiérarchies de base. Alors, donc le premier, ce qu'on a le modèle fondé sur la fonction. Imaginons que par exemple j'ai une entreprise et je vais essayer de regrouper mes unités d'organisation en fonction des fonctions professionnelles, ce qu'on appelle le modèle business de l'organisation, sans tenir compte de l'emplacement géographique. Donc peu importe pour moi si les membres, par exemple, à Alger, ou ailleurs. Non, pour moi, ce n'est pas important. J'essaie de le faire en fonction des divisions, ou bien en fonction des départements qui constituent mon entreprise. Généralement, on vous demande de ne pas choisir cette approche, alors que si la fonction informatique n'est pas basée sur l'emplacement. Ou bien si vous décidez d'organiser tout simplement votre Active Directory en tenant compte uniquement de l'aspect conceptuel fonctionnel. Si je prends le cas ici, par exemple, j'ai... Alors, où est ma souris? Dans le premier modèle, j'ai le département de vente que je crée. À l'intérieur, j'ai le département marketing et j'ai le département, tout simplement, consultation. Je peux avoir un modèle basé sur l'organisation. Dans ce cas-là, on vous dira que la hiérarchie basée sur l'organisation va être structurée selon les départements et les divisions de votre organisation. Donc si la structure Active Directory va refléter tout simplement l'organigramme de votre organisation. Donc si je prends le cas par exemple des licences, je vais avoir une unité d'organisation licence. À l'intérieur, je vais avoir GTR, je peux avoir ISIL, je peux avoir ACAD. Ensuite, plus bas, je vais avoir L1, L2, etc. Donc, le problème avec une telle organisation, c'est qu'il peut être difficile de déléguer l'autorité administrative, étant donné que les objets Active Directory, par exemple, tels que les imprimantes, ou bien les partages de fichiers,
peuvent ne pas être regroupés de manière qui va faciliter la délégation de l'administration. Donc, surtout que les utilisateurs ne voient que rarement la structure Active Directory. Donc, la conception doit s'accommoder avec l'administration et non pas avec l'utilisateur dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce que je peux prendre un exemple. Vous allez avoir dans certaines entreprises, vous allez avoir par exemple le département, alors recherche, vous avez le département ingénierie, et dans le même couloir. Ce qu'ils vont faire, ils vont mettre une imprimante partagée au milieu du couloir. Maintenant, cette imprimante partagée, vous allez réellement dans la pratique, dans le monde réel, et il appartient aux deux, parce que les deux vont l'utiliser. Mais, elle est exploitée par les deux, mais il appartient comment on appelle ça? Au département des moyens généraux, par exemple, ou bien ceux qui gèrent le matériel. Maintenant, quand vous allez faire cette représentation dans Active Directory, est-ce que vous allez la mettre dans l'unité organisationnelle de celui qui gère le matériel, ou bien dans l'unité organisationnelle de celui qui gère, donc de celui qui l'exploite réellement? Si vous la mettez dans l'unité organisationnelle de celui qui gère le matériel, donc pour pouvoir la partager avec les autres, il faudra lui appliquer des règles particulières qui ne sont pas applicables à l'ensemble de l'unité organisationnelle. Et là, ça devient un peu plus compliqué à gérer. D'où nous avons le troisième modèle, c'est la hiérarchie basée sur l'emplacement. Donc, dans le cas où l'organisation est centralisée et que la gestion du réseau est distribuée géographiquement, l'utilisation d'une hiérarchie basée sur l'emplacement est recommandée. Si on prend l'exemple où vous décidez de créer des unités d'organisation, par exemple pour la Norvège, une pour la France, une pour l'Indonésie, qui sont dans le même domaine. Donc la hiérarchie de domaine ou d'unité d'organisation va être basée sur l'emplacement, va avoir les caractéristiques suivantes. D'abord, elle n'est pas affectée par la réorganisation. Ça veut dire si je réorganise les fonctions ou bien le métier au sein de l'entreprise, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai fait par pays. Il faut savoir qu'elle va tenir compte des fusions et des extensions. Dans le cas, par exemple, si je fusionne avec une autre entreprise ou bien j'absorbe une autre entreprise, ça ne va rien changer à mon organisation. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elle est toujours par pays. Donc, il y ait une entreprise ou deux entreprises qui ont fusionné, par exemple, en Norvège, ça ne va rien changer parce que ça restera toujours l'unité d'organisation Norvège. Par contre, une telle organisation est susceptible de compromettre ma sécurité. Pourquoi? Parce que si l'emplacement va inclure, par exemple, si en Norvège, j'ai plusieurs départements, ou bien si j'ai plusieurs divisions, donc ça veut dire une personne ou un groupe qui possède une autorité administrative sur ce domaine ou sur ces unités d'organisation, peut également posséder cette autorité sur l'ensemble des départements qui sont dans cette unité d'organisation. Donc, vous voyez que ça a certains avantages et ça a aussi certains inconvénients. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie hybride. Une hiérarchie hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas faire quelque chose basé sur la fonction, vous n'allez pas faire quelque chose basé sur l'organisation ni sur l'emplacement. Ce sera à vous d'innover et d'essayer d'utiliser les trois en même temps pour créer votre propre hiérarchie où vous allez associer les points forts de plusieurs secteurs pour pouvoir créer la hiérarchie ou l'organisation qui vous sied le mieux, donc celle qui vous conviendra le mieux. Donc là, vous devez prendre en compte certains facteurs quand vous allez faire cette hiérarchie. Donc prendre en compte déjà l'évolution et la croissance au niveau des emplacements géographiques des départements. Vous devez créer des limites de gestion distinctes entre les différents départements et les divisions. Et ça nécessitera surtout une très forte coopération entre les administrateurs afin de garantir une très bonne exécution des tâches d'administration. Alors si je prends un exemple simple, donc au lieu de faire quelque chose du style uniquement géographique, si on prend notre exemple de tout à l'heure, je vais faire une unité d'organisation Alger, une autre Oran, une autre Constantine, on va se limiter à ces trois. Par contre, à l'intérieur d'Alger, je vais la diviser en fonction des départements. Par exemple, je vais mettre département commerce wahdo, département R&D wahdo, etc. Et à l'intérieur du département, je peux les changer en fonction de la fonction. Par exemple, dans R&D, j'aurai les chercheurs wahdom, les ingénieurs wahdom, etc. Donc, et là, ça me permettra d'avoir une administration plus souple et plus personnalisée en fonction des différents profils que j'ai.
Il faut savoir que... Alors, il y a Sabrina qui pose une question. Si on applique une modification sur un contrôleur de domaine, il sera généralisé sur tous les autres. Oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Toute modification sur un contrôleur de domaine est automatiquement répliquée sur l'ensemble des contrôleurs de domaine. Alors, il faut savoir que dans Active Directory, chaque objet peut être référencé par plusieurs types de noms qui vont décrire l'emplacement de l'objet créé. Donc, pour chacun d'eux, nous avons ce qu'on appelle un nom relatif, un nom unique et un nom canonique, basé sur les informations fournies lorsqu'on a créé notre objet. Alors, il faut savoir que le nom unique, ou bien ce qu'on appelle le nom relatif, dans notre LDAP, alors LDAP c'est pour dire Lightweight Directory Access Protocol. Alors, c'est le protocole qui est utilisé dans tous les annuaires de domaine, que ce soit sur les plateformes Microsoft ou bien sur d'autres plateformes. Donc, il va identifier de manière unique l'objet dans son conteneur parent. Par exemple, le nom logique. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, l'unité d'organisation, c'est mon unité d'organisation. C'est le nom de l'unité d'organisation que contiendra l'objet. Alors, le nom unique relatif d'une unité d'organisation, comme on l'a dit tout à l'heure, est OU, mon unité d'organisation. Il faut savoir que les noms uniques relatifs doivent être uniques dans une unité d'organisation, dans le sens où je ne peux pas avoir deux objets qui portent le même nom dans la même unité. Il est aussi important de comprendre que la syntaxe du nom unique relatif LDAP lors de l'utilisation de scripts pour interroger et gérer Active Directory. Donc ça, on verra par la suite les différents scripts qu'on peut avoir. Et là, on va beaucoup plus se baser sur le PowerShell, qui est devenu le script dédié à la plateforme Microsoft. Lorsqu'on fait une installation, ce qu'on appelle une installation core. Ça, on le verra en détail durant le TP. Donc, il faut savoir que contrairement au nom unique relatif, il y a ce qu'on appelle le nom unique LDAP, qui est globalement unique. Ça veut dire quoi? Qui est unique dans tout le domaine. Et là, vous allez avoir un nom composé. Donc, le nom composé, ça va être composé de quoi? Déjà, ça va être composé du nom de votre unité d'organisation et du nom de votre domaine controller, donc le nom de votre contrôleur de domaine. Par exemple, là, je vais avoir mon unité d'organisation, OU égale mon unité d'organisation, virgule DC égale Microsoft, virgule DC égale com. Vous avez remarqué que le nom de domaine est toujours composé de deux parties, la racine plus l'extension. Il faut savoir que les administrateurs système utilisent le nom unique relatif LDAP et le nom unique LDAP que lorsqu'ils rédigent des scripts d'administration. Parce que si vous travaillez sur votre interface graphique, vous n'allez pas avoir besoin de ce détail. Par contre, si vous travaillez avec des scripts, donc si vous avez fait ce qu'on appelle une installation avec une surface d'exposition minimale, donc ce qu'on appelle une installation core, là, vous êtes obligé d'utiliser Adleno. Vous avez aussi ce qu'on appelle les noms complets. Alors, les noms complets, c'est tout simplement, vous allez avoir la même syntaxe, le même contenu que le nom unique, seulement avec une syntaxe de rédaction qui est différente. Donc, on commence par mettre le nom du domaine, slash, le nom de l'objet. Dans ce cas de figure, vous allez voir que vous allez utiliser ça énormément lorsque vous allez vous connecter à vos machines. Surtout, par exemple, si vous allez utiliser le compte administrateur. Imaginons que j'ai un compte administrateur local sur la machine et j'ai le nom d'utilisateur qui s'appelle administrateur pour le domaine. Alors, quand je tape administrateur tout court, ma machine ne saura pas est-ce que je veux me connecter à mon domaine ou bien je veux me connecter à ma machine. Et là, il risque d'y avoir confusion. Donc, ce qu'on fait généralement, je mets le nom de domaine anti-slash, le nom du compte utilisateur, si je veux me connecter à mon domaine. Si je veux me connecter à la machine en local, je mets le nom de la machine slash le nom utilisateur. Et là, ça permettra à la machine de distinguer entre une connexion à mon domaine et tout simplement une connexion à mon compte utilisateur. Alors, j'ai partagé le fichier JAM. Question très simple. Mélissa, c'est quoi le fichier que vous avez partagé? Monsieur Costo m'a habchi supprima, désolé.
Ah, il n'y a pas de souci. Par contre, aujourd'hui, je vous ai enregistré le cours. Donc, laissez-moi le temps l'après-midi de publier l'enregistrement sur YouTube. Je vous mettrai le lien sur le site. Donc, vous allez avoir le support de cours plus la vidéo du cours. Chose que je n'avais pas fait la dernière fois, que j'avais oublié. Vous avez oublié de me rappeler que j'avais oublié. Donc, la prochaine fois, si je ne lance pas l'enregistrement, rappelez-moi, je peux le lancer à tout moment. Alors, avec ça, on a fini l'introduction à Active Directory, donc la première partie. Donc, il nous reste 15 minutes. On va essayer de présenter brièvement ce qu'on va faire dans le prochain cours. Donc, dans le prochain cours, nous allons parler de la gestion des comptes utilisateurs et ordinateurs. Donc, c'est quelque chose dont nous avions commencé à parler tout à l'heure. Alors, il faut savoir que l'une de vos responsabilités en tant qu'administrateur système, c'est de gérer les comptes utilisateurs et les comptes d'ordinateurs. Donc, ces comptes sont ce qu'on appelle des objets de service de l'annuaire Active Directory. Donc, vous allez les utiliser pour permettre à chaque utilisateur de se connecter au réseau et d'accéder aux ressources qui se trouvent sur le réseau. Il faut savoir que, généralement, c'est quoi un compte utilisateur? C'est tout simplement ce qu'on appelle le credential. Alors, credential en français, c'est les informations... Ah, pardon, je vais cliquer sans faire exprès. Alors, credential, c'est quoi? C'est tout simplement les informations qui vont vous permettre de vous connecter à la machine. Donc, c'est les informations d'authentification. Donc, ça peut être votre identifiant, donc votre username, et le mot de passe qui vous permet de fournir la preuve que vous êtes celui qui détient cet identifiant. Parce que le mot de passe est censé être une information unique, que vous êtes la seule personne à connaître. Donc, c'est pour ça que la machine va vous fournir ce qu'on appelle un challenge. Un challenge, c'est quoi? Vous tapez par exemple votre username. Par exemple, je tape a.berbar, c'est mon username. La machine va me dire, prouvez-moi que vous êtes cette personne. Donc, je suis censé lui fournir une information que je suis le seul à connaître. Et l'information que je suis le seul à connaître, c'est le mot de passe. Donc, elle va vérifier si le mot de passe est correct. S'il est correct, elle va me donner accès. Maintenant, ce mécanisme d'authentification est utilisé que ce soit sur le domaine ou bien sur la machine locale. Par exemple, là, vous êtes en train d'utiliser vos machines. Vous n'êtes pas sur un domaine. Donc, vous êtes en train d'utiliser ce qu'on appelle des comptes utilisateurs locaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les informations d'authentification sont stockées sur votre machine locale. Ça veut dire la machine connaît déjà le username, connaît déjà le mot de passe, ils sont stockés chez elle, et c'est à partir de ces informations que vous allez pouvoir vous connecter. Alors, un compte local va vous permettre de faire quoi? Il va vous permettre à une personne d'ouvrir une session sur un ordinateur en fonction de l'identité qu'il a. Il va permettre au processus et aux services de s'exécuter dans un contexte de sécurité spécifique. Et il va vous permettre de gérer l'accès d'un utilisateur aux ressources et aux différents objets. Il faut savoir que sur votre machine, vous pouvez déjà créer plusieurs comptes. Votre compte administrateur, par exemple, votre compte utilisateur avec des droits restreints. Vous pouvez créer un compte invité avec vraiment un minimum de droits en définissant ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire sur votre machine. Et parallèlement au compte utilisateur local, nous avons ce qu'on appelle les comptes d'utilisateurs de domaine. Et là, l'information d'authentification ne sera pas présente sur votre machine locale, mais elle sera présente dans la base de données NTDS qui se trouve sur le contrôleur de domaine. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous connecter que si vous allez envoyer le challenge vers le contrôleur de domaine qui va le vérifier pour pouvoir vous restituer une réponse et vous dire oui, vous êtes autorisé à accéder ou non, vous n'êtes pas autorisé à accéder. Et même s'il vous autorise à accéder, il va vous autoriser à accéder avec des restrictions et avec des contraintes. Les contraintes qu'il va vous présenter, vous donner, c'est des contraintes tout simplement liées à vos privilèges. Est-ce que vous êtes un simple utilisateur? Est-ce que vous êtes un administrateur ou autre? Alors, pour répondre à la question de mademoiselle Iwal Allen, le cours, je ne l'envoie pas. Le cours, je l'ai publié sur le site web que je vous ai remis la dernière fois. Normalement, je vous ai donné un URL la dernière fois qui contient un site web. Là, je peux vous le partager. Une seconde. Je vous l'envoie tout de suite.
Alors, mademoiselle Iwalalen, je comprends que depuis la dernière fois, vous n'avez ni consulté votre cours, ni jeté un coup d'œil sur le site, ni autre. Donc, comment vous avez pu vous connecter aujourd'hui, sachant que l'URL, je l'ai partagé sur la page sur laquelle il y avait le support de cours. Enfin, bref. Alors, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'autres questions. Alors, j'arrête l'enregistrement déjà.